Le 7 avril 2026, 5e année, 43e jour depuis le début de l'invasion à grande échelle. Bienvenue, voici le rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous examinerons les attaques contre l'infrastructure russe, ainsi que contre le port de repli de la flotte de la mer Noire, ainsi que d'autres gains de terrain, ou bien quelques signes de gains de terrain qui ne seront sans doute confirmés que dans les prochaines heures. L'offensive russe est toujours en cours. On n'en entend pas beaucoup parler, ni du côté ukrainien, ni du côté russe. En même temps, il y a 2 ou 3 offensives locales du côté ukrainien dont nous n'entendons pas beaucoup parler non plus. Je veille à ce que nous utilisions au mieux les informations reçues pour avoir ici une image précise de la situation. Mais commençons par autre chose. Merci beaucoup tout d'abord à tous ceux d'entre vous qui ont signalé le faux canal Telegram. Vous le savez, il y a ici quelqu'un qui essaie, sous mon nom, d'inciter des gens à rejoindre un groupe crypto pour leur proposer bien sûr des opportunités d'investissement douteuses. C'est évidemment une arnaque et mon nom ainsi que le logo de ma chaîne sont utilisés. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à signaler ce canal Telegram. Telegram pourra ainsi régler le problème plus vite. Dans la ville russe de Rostok, dans la région de Voronej, une usine chimique a pris feu. Des enregistrements montrent un incendie majeur dans l'usine avec beaucoup de fumée. L'entreprise concernée est une usine qui produit notamment de l'ammoniac, de l'acide nitrique, du nitrate d'ammonium et de nombreuses autres substances. Ces substances ne sont pas seulement importantes pour l'industrie civile, mais constituent également des composants de base essentiels pour la fabrication d'explosifs. Des explosifs qui sont par exemple utilisés dans les drones russes Gérant 2 ou peut-être aussi dans presque tous les autres types de munitions dont ils ont également un besoin urgent dans la guerre contre l'Ukraine. Il ne s'agit donc pas ici d'une simple installation industrielle, mais bien d'une partie de la base chimique qui joue un rôle à la fois pour l'économie et pour des processus potentiellement militaires. On ne sait pas encore à quel point les dégâts sont réellement importants. L'essentiel est de déterminer si seules des zones de production sont affectées ou si une grande partie de l'installation, comme pour toute raffinerie, est à l'arrêt. Vous connaissez déjà presque cette phrase, c'est une phrase standard que je peux toujours ajouter, car souvent il existe des lignes alternatives qui permettent quand même de produire. Si des éléments centraux tombent en panne et sont difficiles à remplacer, la capacité sera réduite pour tous. Cela a bien sûr de fortes répercussions, car il n'y a pas une usine chimique dans chaque ville qui fournit des substances pour le processus militaire. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas un feu de l'enfer, mais le port de Novorossiysk. Vous vous souvenez de Novorossiysk ? Eh bien, vous savez, et nous pouvons regarder cela sur la carte. Nous nous trouvons ici au niveau de la flotte de la mer Noire, ou plutôt au niveau du quartier général de la flotte de la mer Noire, dans la ville de Sébastopol, en Crimée occupée. Ici, à cet endroit. En prenant du recul, on sait qu'ils ont souvent été attaqués, notamment par des missiles Storm Shadow, comme les aérodromes voisins. Ces épingles bleues, ce sont aussi des attaques contre des aérodromes que j'avais marqués ici à l'époque. Et en raison des pertes de la flotte de la mer Noire, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai maintenant inscrit ici le quartier général de la flotte de la mer Noire, les Russes l'ont déplacé. En effet, ici, un peu plus à l'est, ici à Novorossiysk, à cet endroit, et ici en bas aussi, à Tuapse. Ce sont les 2 ports qui abritent désormais des parties de la flotte de la mer Noire. Et Novorossiysk a été à plusieurs reprises la cible de plusieurs attaques aériennes. À l'époque, cela était encore très utile pour les Russes et tout à fait logique, car Novorossiysk n'était pas à portée des missiles de croisière ukrainiens, ou surtout pas dans celle des drones ukrainiens. Mais maintenant, c'est le cas. À l'époque, il était logique que les Russes déplacent une partie de leur flotte de la mer Noire là-bas, car elle était presque intouchable. Mais aujourd'hui, elle est attaquée à plusieurs reprises. Et c'est ce que nous voyons ici aussi, car le port est en feu. Il a en effet été la cible d'une attaque aérienne. Des images montrent plusieurs incendies distincts à l'intérieur de la zone portuaire, ce qui indique des frappes sur différentes cibles. En même temps, la défense anti-aérienne russe reste active, mais elle n'a pas réussi à intercepter toutes les cibles. Novorossiysk est l'un des principaux ports russes de la mer Noire. En conséquence, on y trouve également une combinaison d'industrie civile et d'industrie d'importance militaire. Plusieurs foyers d'incendie dans une telle zone sont donc toujours problématiques, car ils n'agissent pas de manière isolée, mais peuvent rapidement se propager aux structures voisines, surtout à une époque où les pompiers russes souffrent déjà d'un manque d'équipement. Quelles installations précises sont concernées n'a pas encore été clairement établi. Dès que j'aurai de nouvelles informations à ce sujet, je vous les transmettrai bien sûr. Nous sommes toujours sur place.
Dans la nuit du 6 avril, une nouvelle attaque ciblée aurait eu lieu dans la zone portuaire, endommageant une frégate russe selon les informations actuelles. Une frégate de classe Amiral Grigorovitch a été touchée dans le port. Il pourrait s'agir de l'amiral Makarov ou de l'amiral Essen. D'après les informations, des drones ukrainiens FP-1 et FP-2 ont été utilisés. Les deux systèmes ont récemment servi lors d'attaques contre des infrastructures et semblent désormais aussi être employés de manière ciblée contre des cibles maritimes. La classe de navires concernée revêt une importance opérationnelle pour la Russie. Équipée de missiles de croisière calibre ainsi que de missiles anti-aériens, elle constitue l'une des principales plateformes pour des attaques depuis la mer Noire. Et lors de presque chaque attaque aérienne que nous voyons chaque nuit en Ukraine, lorsqu'il y a des missiles de croisière impliqués, ils sont souvent tirés depuis des navires de la flotte de la mer Noire. Un impact, même sans neutraliser totalement le navire, peut réduire temporairement sa capacité opérationnelle. Par ailleurs, la plateforme offshore Sivash a aussi été touchée. Ces installations servent à des fins économiques, de reconnaissance, de surveillance et de position avancée, aussi utilisées par les Russes militairement. Tout porte donc à croire que l'espace maritime dans son ensemble est de nouveau sous pression. Non seulement certaines unités, mais aussi toute l'infrastructure pertinente pour les opérations en mer Noire. Ces derniers jours, nous avons souvent parlé des drones FP-2 ukrainiens d'ailleurs encore aujourd'hui. Et ici, on en voit justement un en action. Des images montrent comment l'un de ces drones frappe un hangar militaire russe présumé, endommageant ou détruisant clairement le bâtiment. Cela reflète les récents développements. Le FP-2 a été utilisé non seulement contre des cibles tactiques, mais aussi lors d'attaques contre des dépôts de raffinerie et des navires. Ce n'est donc plus un système de niche que l'on voit ou dont on entend parler occasionnellement, mais il apparaît désormais régulièrement dans différents rôles opérationnels. Ce qui frappe ici, c'est que le drone semble être relativement flexible dans son utilisation et surtout disponible en plus grand nombre. C'est précisément ce qui le rend intéressant. Non pas comme un système haut de gamme unique, mais comme un outil qu'on peut employer à plusieurs reprises et déployer immédiatement. Et c'est précisément cette combinaison que l'on voit ici. Une cible clairement identifiée, un impact direct et un effet qui est décisif pour un seul système. Des sources russes, comme Ryba lui-même, admettent désormais que le contrôle de Novoyakovlivka a été perdu. Selon ces informations, la localité serait actuellement stable et sous contrôle ukrainien. Il faut rappeler que Ryba est une source russe liée au Kremlin, donc il s'agit d'une information russe sur des gains ukrainiens. Pavlivka ne serait plus jugé sûr. Le contexte ici n'est pas tant une percée unique, mais plutôt un affaiblissement progressif des positions russes. Les forces ukrainiennes ont apparemment réussi à perturber massivement l'approvisionnement des unités russes déployées là-bas, en particulier dans le domaine des drones. C'est un point qui, apparemment, est très souvent sous-estimé. En effet, lorsque des unités perdent leur capacité de drone ou que celles-ci sont fortement limitées, elles ne manquent pas seulement de renseignements, mais aussi d'un moyen central de conduite du combat. Le renseignement n'est plus assuré par des moyens de reconnaissance à longue portée, mais principalement par des drones russes. Les déplacements sont plus risqués, les réactions plus lentes, rendant la ligne plus vulnérable. C'est exactement ce qui semble s'être passé ici. Ce n'est pas un seul coup, mais la perte de capacité qui a empêché de tenir les positions. Sur la carte, cela correspond aux directions d'attaque ukrainiennes. Ici, les Ukrainiens seraient à peu près au niveau de la ligne, donc de la ligne entre la zone grise et la zone contrôlée par les Russes. Et ils attaquent aussi à travers ce quartier. En même temps, il y a des combats ici, au nord de Stepnohorsk. Et si les Ukrainiens ont conquis cette zone, alors ils verront, et ça je peux déjà vous le garantir, qu'ils continueront à affaiblir les positions ici vers le sud-ouest et le sud-est. En même temps, ils vont essayer de défendre la ville ici contre les contre-attaques russes qui viendront surtout du 1455e régiment de fusiliers motorisés. Quel est l'avantage de cela ? Eh bien c'est très simple. Vous voyez, ici il y a un immense plan d'eau. Donc nous avons ici ce vieux réservoir russe. Là, les Russes ne peuvent évidemment pas se replier par là. En même temps, les Ukrainiens augmentent la pression ici en haut et forcent naturellement les Russes à rester sur leur position. Ils ne peuvent presque pas se replier, sauf vers l'arrière. Stepnohorsk occupe ici une position centrale, et à l'est, une attaque ukrainienne se déroule également. Ils se trouvent en quelque part ici dans la zone marquée en jaune. Cela signifie que s'ils prennent ce lieu et progressent dans cette direction, ils auront un chemin court jusqu'au plan d'eau et pourront encercler tout un régiment russe. Ils peuvent aussi verrouiller ce secteur ici et revendiquer le reste de la zone pour eux et la contrôler. En empruntant deux chemins courts, on pourrait déplacer massivement le front. On peut aussi vérifier la taille ici car il n'y a pas d'échelle affichée. Maintenant, c'est déjà mieux.
Donc, vous voyez vous-même, depuis la localité, je prends simplement le centre du village. Jusqu'au plan d'eau, il y a environ 0,3 km, et dans l'autre direction, c'est à peu près la même chose, aussi 0,3. Cela signifie que s'ils parviennent à prendre ce lieu, ils auront une très bonne base de départ, qu'ils pourront d'une part défendre assez facilement. Par ailleurs, grâce à l'infrastructure existante, comme les routes, ils accèdent rapidement et facilement au plan d'eau, ou vers des unités voisines tentant de rejoindre et fermer la zone. Comme dit, toute cette région tomberait alors aux mains des Ukrainiens. Pendant que les Russes se sont repoussés vers des positions qui ne sont même plus si avantageuses, car ici nous voyons Plavny, ils vont très probablement s'y replier, mais c'est une zone assez peu peuplée. En même temps, jusqu'ici en bas vers Kamianske, la situation semble un peu moins bonne. Les positions nettement plus urbaines et plus faciles à défendre ne se trouvent à nouveau que dans cette zone-ci. Et ce lieu ici, il a en fait toujours été disputé ces dernières années, donc il a toujours appartenu plus ou moins aux deux camps, car ils s'y trouvaient tous les deux, ce qui sera bien sûr très intéressant pour l'avenir. Mais un peu plus à l'est, la situation est un peu différente, car ici, du côté ukrainien, la situation est nettement plus grave. Le 125e est particulièrement touché. Régiment d'assaut sous pression près de Myrne. De nouvelles données de géolocalisation montrent que des unités russes, probablement de la 38e, sont présentes. La brigade de fusiliers motorisés a percé dans la région de Myrne, comme indiqué ici. Une hauteur tactiquement importante au nord-ouest de la localité a presque été prise, il s'agit de la hauteur 136 par laquelle passe actuellement la ligne de front. Ce point n'est pas seulement un avantage topographique, il influence aussi le contrôle des zones de manœuvre voisines. Un groupe de combat ukrainien, composé d'éléments des 154e et 61e brigade a été encerclé sur le plan opérationnel. Les forces s'étaient déjà repliées progressivement depuis la mi-mars. Je voulais dire qu'ils se sont repliés après avoir déjà perdu un autre point topographique important. La retraite menée comme action retardatrice sous une pression constante semble avoir atteint ses limites. Même près de Myrne, la situation reste très tendue. Une partie de la défense territoriale déployée là-bas s'est aussi retrouvée en difficulté. Pour stabiliser la situation, des forces supplémentaires ont été envoyées, y compris une unité d'assaut à composition spéciale qui était maintenant déployée ici derrière leur propre ligne et mène des contre-attaques sur la hauteur perdue. Parallèlement, la situation s'aggrave sur le flanc gauche du secteur. Au nord de la route Ulej-Pilski-Ulej-Pol, la position de barrage ukrainienne subit à nouveau une forte pression. Les forces russes poursuivent leurs attaques à partir de là et tentent de percer les lignes au niveau de l'unité d'assaut. Les unités ukrainiennes défendant la zone sont assez épuisées après des semaines d'engagement et ne peuvent plus repousser les attaques de manière autonome. En réponse, des réserves, dont un bataillon d'assaut, ont été envoyés pour mener des contre-attaques et repousser les forces russes hors du talus, le long de la voie ferrée. L'ensemble de la situation montre donc un front qui a été tenu ici pendant une longue période, mais qui subit désormais visiblement une forte pression. Les forces ukrainiennes engagées sont certes nombreuses, mais elles se composent d'unités très sollicitées et parfois nouvellement regroupées. Cela augmente naturellement de manière significative la complexité du commandement. On voit donc très clairement que ce n'est pas seulement le nombre de bataillons qui compte, mais bien sûr leur état. Mais c'est justement cet état qui semble devenir un facteur décisif dans ce secteur. Il sera donc très intéressant de voir comment la situation évoluera ici. Je remercie tous les abonnés et les membres de la chaîne, ainsi que l'Algo Crew. Merci au lieutenant-colonel Renneke, désormais à la Furie Mayerhofer, et à tous ceux qui s'abonnent, like et commentent. À bientôt pour le prochain rapport quotidien.